paraît intéressant. C'est que soit votre pensée a évolué. La situation mondiale a changé. Oui. Donc, je vais peut-être passer du coq à l'âne parce qu'il y a certains éléments que j'ai lus, donc juste m'assurer de la véracité de certains faits. Okay. Puis après, si vous avez des détails à donner sur un sujet que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à le faire. Sure. Mais tout d'abord, ça, vous l'avez un peu évoqué, là, vos moyens qui sont quand même limités. Vous n'êtes pas une société d'État comme Radio-Canada ou une entreprise médiatique comme Québécois, mais vous réussissez quand même à attirer, par le biais de vos web journaux, des centaines de milliers de personnes. Ouais, on fait rarement en dessous de 300 000 ces temps-ci. C'est ça. Comment vous expliquez ça? Parce que c'était pas les chiffres d'avant la pandémie. Avant la pandémie, vous aviez un certain succès, un certain auditoire, mais depuis la pandémie, ça s'est décuplé. Comment vous expliquez ça? C'est parce qu'on a montré les incohérences du discours gouvernemental. Là. C'est-à-dire qu'il y a eu un discours officiel dans les médias. Les gens, durant la pandémie, durant le confinement, les gens ont été apeurés et ont passé beaucoup de temps sur Internet à lire les choses. Et nous autres, on avait un discours complètement différent de ce qui se trouvait dans la sphère médiatique, et chiffres et statistiques à l'appui. Et parce que moi, je fais jamais de vidéo ou en tout cas, presque c'est très rare que je fais une analyse sans montrer les paroles de la personne ou un document officiel, les captures d'écran du site du CDC, de l'Institut Pasteur, etc. Et on s'est rendu compte que quand on regardait les chiffres, nous autres, on donnait les chiffres, on donnait des études, on montrait les discours. Et Arruda, dans ses points de presse, lui, ne montrait rien. Il fallait le croire sur parole. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils nous ont accusés d'être, m'ont accusé d'être un gourou ou quelque chose comme ça, alors que je disais juste aux gens, regardez ce site-là, regardez cet article-là, etc. Alors que lui, il fallait absolument le croire sur parole sans jamais qu'il ne donne ses chiffres. Et il y a eu des incohérences incroyables dans ce qu'il dit, des revirements, notamment sur le masque, ça a été volte-face, et sur le confinement, sur l'immunité collective. Il y a eu des incohérences à l'OMS, sur la fermeture des frontières, sur la dangerosité du virus. Juste voir l'OMS, qui est une institution supposée être respectable, une institution internationale respectable, juste voir l'OMS avancer un 3,5% de taux de mortalité en ne se basant que sur les cas hospitalisés, c'est un scandale en soi. Ça devrait toute la haute administration de l'OMS devrait démissionner pour ça, parce qu'on ne calcule jamais le taux de mortalité d'une maladie en prenant juste les cas symptomatiques hospitalisés. Or, c'est ça qu'ils ont fait, manifestement dans un objectif de gonfler la dangerosité du virus, la dangerosité perçue du virus. Ouais. Alors, nous autres, on a juste fait ça, c'est-à-dire qu'on a regardé, on a comparé la méthode d'analyse des chiffres de l'OMS pour le COVID, puis on a dit, est-ce qu'ils font la même chose avec la grippe? Non. La grippe, quand on calcule le taux de mortalité de la grippe, on calcule la pointe cachée de l'iceberg, c'est-à-dire les cas asymptomatiques qu'on estime. Et bon, on a fait ce travail d'analyse-là qui ne se fait plus nulle part. Alors, mais nous, c'est qui ça? Ben, je dis nous, c'est Radio-Québec, là, nous autres, sur Internet, ou je suis pas tout seul. Radio-Québec, c'est qui? Radio-Québec, c'est moi. C'est ça? Radio-Québec, c'est moi. Radio-Québec, c'était la société d'État avant. Oui. Et ils ont transféré le nom à Télé-Québec. Et Radio-Québec, c'était libre au registraire des entreprises. Alors, j'ai essayé Radio-Québec, j'ai envoyé, j'ai attendu 2 semaines, j'ai croisé les doigts, et puis, on m'a renvoyé mon acceptation pour Radio-Québec. Mais vous n'avez pas d'équipe de... Non. Il y a beaucoup de personnes. Je veux dire, là, mes auditeurs, imaginez, là, on a comme à peu près, sur toutes les plateformes, à peu près 200 000 auditeurs, là, des abonnés, YouTube, Facebook, Twitter. Donc, ils nous envoient beaucoup de liens. Ouais. On a comme une équipe de recherchistes de centaines de personnes là, qui nous envoient des trucs. C'est trop des fois. Là, c'est ça, c'est des recherchistes qui ne sont pas à votre emploi ou c'est plus de leur propre chef vous envoie des liens. On partage l'information librement sur Internet. Oui, OK. Puis, une question, non, mais c'est à partir de combien? Est-ce qu'on fait de l'argent? Faites-vous de l'argent? Avez-vous des revenus de YouTube? Là? Parce que vous avez quand même beaucoup d'abonnés. YouTube, quand c'est politique, ils vont, puis ça va pas dans le sens du discours officiel, ils vont utiliser une tactique qui s'appelle la démonétisation, c'est-à-dire qui nous empêche de faire de l'argent avec YouTube. On fait presque rien avec YouTube, c'est des annonces. On fait des annonces sur nos vidéos anciens. On fait des petits revenus, c'est rien. Et vous ne gagnez pas votre vie avec ça? On ne gagne pas notre vie avec YouTube. Cependant, oui, afin d'avoir un travail continu,
de passer beaucoup de temps à la recherche. On a de l'équipement aussi à acheter. On a sollicité des dons. Et les Dans gens des plateformes, là? PayPal, etc. Là. OK. Alors, Mais faites-vous juste ça? pour l'instant, oui, durant le COVID, là, j'ai pas d'autre occupation. OK, mais vous gagnez votre vie avec... Oui, mais c'était pas le cas. J'étais à temps partiel là, jusqu'au mois de juin, Ouais. dans un autre emploi dont je parlerai pas parce que je veux pas attirer le problème sur l'entreprise. Mais à partir du mois de juin, là, on a été à temps plein sur les web journaux, OK. sur l'analyse de la situation. Ouais. OK. Je passe littéralement, je pourrais dire, 14-15 heures par jour à surfer l'Internet, à chercher, à vérifier, à écouter des vidéos, à partager, à répondre. C'est très prenant. Ouais. Puis vous dites que... C'est ça, oui, c'est ça, parce que vous vadrouillez le web, mais qu'est-ce que vous avez contre les médias traditionnels, qu'ils soient québécois, canadiens et internationaux? Ben, c'est parce qu'ils poussent une seule version de narratif, notamment prenons juste la COVID ou sur Trump, là, mais prenons juste la COVID. Ouais. Il y a un narratif médiatique qui est, qui ne colle pas avec la réalité. Les médias traditionnels nous empêchent de faire des liens. Ils ne font plus leur travail, le travail qu'ils faisaient auparavant. Là. Les journalistes, là, normalement, les journalistes étaient là pour protéger le peuple contre les abus gouvernementaux. C'est-à-dire que les gouvernements sont menteurs par définition, parce qu'ils ont des intérêts, pour différentes raisons. Là, c'est pour ça que les budgets sont audités, parce qu'on ne leur fait pas confiance, etc. Et traditionnellement, les journalistes étaient là pour surveiller les propos gouvernementaux. Or, là, c'est exactement le contraire. Les journalistes sont là, tu écoutes Martineau, Dumont, etc., puis sont là pour menacer la population qui n'écoute pas les directives gouvernementales. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je veux dire. Ouais, mais... Puis ils ne font pas le travail de recherche, par exemple, le travail de recherche quand on dit, par exemple, que le CDC montre que c'est finalement juste une grippe. Là. Les statistiques sont sorties après 4-5 mois, puis le taux de mortalité, c'est comme la grippe. L'Institut Pasteur montre que le taux de mortalité, c'est comme la grippe. Une trentaine d'études sérologiques partout dans les centres universitaires hospitaliers, les hôpitaux, partout dans le monde, montrent que c'est juste une grippe. Et là, les médias nous font croire à un virus qui est aussi dangereux que l'Ebola et se font les chiens de garde des mesures gouvernementales. Vous comprenez que, normalement, moi, je ne suis pas censé exister. Moi, je ne suis pas censé exister. Je fais le travail que les médias faisaient il y a 20-30 ans. Mais pourquoi ils ne le font plus, Pourquoi ils ne le font travail-là? plus? Oui, ça c'est compliqué. Pourquoi ils ne le font plus? Ils souscrivent tous à une idéologie, là, j'ai l'impression. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en fait, cette unanimité-là est difficile à expliquer, en particulier au Québec. Elle existe, elle est particulière au Québec. Aux États-Unis, il y a des réseaux qui ont des, comme Tard en soirée, sur Fox News, il y a comme une autre version des politiques de Trump. En France, il y a beaucoup plus de liberté d'expression sur les plateaux. On invite des experts, des médecins, il y a de la liberté d'expression. Ouais. On critique les politiques gouvernementales. On montre, notamment j'ai montré des clips de David Pujada, TF1, qui dit que c'est juste une grippe finalement. On laisse parler les docteurs comme Perronne, Toussaint, etc., des gens qui critiquent. Mais au Québec, là, je veux dire, c'est la chape de plomb, c'est l'omerta. Et il y a seulement une version, tu sais, c'est comme à l'époque où les gens allaient à l'église, puis il y avait une version, c'est la version de l'église, puis tout le monde, on n'avait pas le droit de critiquer au lien. Alors, je ne sais pas comment ça s'explique. Est-ce que ces gens-là dînent ensemble? Tu sais, est-ce que j'en ai aucune idée? Okay. Ben, je veux dire, en tout cas. On a des doutes, mais on ne dira pas en public. OK. J'essaie de trouver une façon de résumer un peu ce que la COVID, là, comment vous la décrivez. Vous avez dit, je pense que c'était dans une entrevue à Maxime Bernier en marge d'une manifestation, là, je pense que c'était le 29 août, 28, 29? Le 29. Le 29 août à Ottawa. Vous avez dit que la COVID était un outil d'asservissement de la population par les détenteurs du pouvoir. Oui, c'est clair. Il y a une entreprise de contrôle social très, très préoccupante à l'heure actuelle. Exact. Je pense qu'on est dans la plus grosse crise politique de l'histoire du Québec. Puis, parce que la fin, vous la voyez, c'est quoi le but ultime du gouvernement ou des gouvernements? Bien, en premier, on va juste établir le fait que oui, il y a de la manipulation du contrôle social, c'est-à-dire que si on est capable, chiffre à l'appui, avec toutes les études qui sont disponibles, tu sais,
L'Institut économique de Montréal est sur la même ligne que nous. Hein. C'est juste une grippe. Et là, on est en train de faire faillite à des dizaines de milliers d'entreprises pour la grippe. Gaël Campan à TVA est allé se prononcer. Il a dit c'est juste une grippe. On rentre toutes sortes de comorbidités dans les chiffres, dans les statistiques. Hein. Aux États-Unis, on s'est rendu compte que c'était seulement 6 qui étaient effectivement morts du COVID. Le reste, c'est de la comorbidité, c'est des cancers, des AVC, et le COVID est présent au moment de la mort. Moi, j'ai montré des clips de responsables de la santé publique de l'Illinois qui disent cancer phase terminale, mais si tu as COVID, tu vas rentrer dans les statistiques de COVID. Il y a plein de médecins aussi qui disent on a de la pression pour rentrer, marquer COVID sur le certificat de décès, etc. Donc, il y a cette espèce de poussée pour augmenter les chiffres de COVID, et alors qu'on ne fait jamais ça avec la grippe. On utilise une méthode de calcul complètement différente avec le COVID qu'avec la grippe. Et là, on dit, regardez, c'est beaucoup plus dangereux. Non, c'est pas beaucoup plus dangereux, c'est juste une méthode de calcul complètement différente. Comme par exemple, la différence entre les morts du Québec et de l'Ontario, c'est qu'au Québec, on utilise le lien épidémiologique, alors qu'en Ontario, je pense qu'ils ne l'utilisent pas. Par exemple, le lien épidémiologique, j'ai fait une vidéo au mois de mai, où est-ce que je montrais les chiffres de l'Allemagne et de la France. Les deux avaient 150 000 cas répertoriés, sauf que la France utilisait le lien épidémiologique. Ça, vous savez, c'est quoi le lien épidémiologique? C'est quand, vous savez... C'est quand par exemple, il y a un cas présumé ou un cas COVID dans un CHSLD et l'ensemble du CHSLD est considéré contaminé COVID et donc tous les décès vont rentrer dans le COVID. La France utilisait cette méthode-là, l'Allemagne ne l'utilisait pas et la France avait 5 fois plus de morts que l'Allemagne. Donc, le fait d'utiliser le lien épidémiologique, ça décuple les morts inutilement. Et on n'utilise pas ça avec la grippe. François Legault a utilisé l'expression « principe de précaution ». Il a dit, durant les canicules, on rentre toutes les morts dans la canicule, puis après, on fait le décompte. Après ça, Or, ils l'ont jamais fait, ce décompte-là, au Québec. Ailleurs, partout dans le monde où est-ce qu'ils ont fait ces trucs-là, ils ont retranché les morts COVID. Au Québec, on n'a pas retranché les morts COVID, on garde le chiffre. Mais pas seulement ça. Horacio Arruda a demander à ce qu'il n'y ait pas d'autopsie de performer sur les cas présumés, c'est-à-dire sur tous les liens épidémiologiques. C'est-à-dire que le gars, il couvre ses traces. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est comme... Il gonfle les chiffres, puis après ça, il empêche... il y a de la fraude statistique, il y a des suicides qui ont été catégorisés Et COVID. Pourquoi? Ben, c'est ça l'affaire. Alors, là, à partir du moment où est-ce qu'on s'entend que c'est une grippe qui est 10 fois moins dangereuse c'est une maladie, c'est une infection respiratoire qui est 10 fois moins dangereuse que la grippe. Pour les enfants, mettons, alors pourquoi on fait ça aux enfants? Pourquoi on fait tout ça? Il y a clairement une entreprise de contrôle social. Hein. Comment on contrôle une population en politique? C'est par la peur. À quelle fin? À quelle fin? C'est la question à 1000 $ que les journalistes devraient poser. Il y a un certain nombre de mesures qui veulent être passées. Puis on nous dit en plus, le summum de tout ça, c'est qu'on nous dit que on disait au début que ça allait cesser quand on allait porter des masques, après ça qu'on allait laisser tomber les mesures d'urgence sanitaire quand on allait avoir le vaccin. Mais là, ce qu'on entend depuis une semaine, 2 semaines, c'est-à-dire que le vaccin, c'est plus la fin des mesures d'urgence. Ça va continuer 1 an, 2 ans après, jusqu'en 2022. Le ministre, je ne me rappelle plus, l'économique a dit ça hier ou avant-hier, Theresa Tam l'a dit, Bill Gates l'a dit. On est dans des mesures sanitaires qui n'ont plus rien à voir avec la gestion du virus. Comment je veux dire, le vaccin, même s'il y a un vaccin, même si c'est guéri, on va continuer avec les mesures sanitaires. Alors, mais il y a des agendas politiques internationaux. Il y a des agendas politiques internationaux, comme l'agenda 2030, etc. On parle beaucoup de reset économique mondial. Justement, Tedros Adhanom de l'OMS a fait le lien entre le COVID et les changements climatiques. Probablement qu'il y a un ensemble de dossiers internationaux qui ne vont pas assez vite à leur goût. Et là, ils vont utiliser le contrôle social qu'ils ont acquis par la peur pour faire avancer les dossiers parce que la population est rendue docile. Ils vont accepter n'importe quoi. Et ça, ce serait... Là, j'essaie de ne pas employer le mot complot, mais ce serait... C'est de la planification politique. Faite par des représentants, des dirigeants d'organisations internationales comme l'OMS, avec des chefs d'État, mais aussi on mêlerait les premiers ministres et des ministres provinciaux, les premiers ministres provinciaux locaux, ça serait... sont plus en contrôle. Là. Tu l'as vu le clip de Nathalie Petrovski qui dit « Legault est plus en contrôle, c'est Arruda qui gère le Québec ». C'est les représentants de la santé publique qui gèrent les États parce qu'on est en urgence sanitaire. C'est comme si on disait que lors d'une crise sécuritaire,
Tu sais, c'est le représentant de la sécurité intérieure qui a comme beaucoup plus de pouvoir. Tu sais, durant... tu sais, s'il y avait comme par Mais exemple... C'est une prise de pouvoir, C'est une prise de pouvoir de la santé publique. ouais, de l'establishment. Parce que l'État profond au Québec, là, tu sais, vous Ouais. en parlez de l'État profond. Ouais, j'en parle surtout Est-ce en... qu'il existe au Canada? Ben, je pense qu'il existe un peu partout, c'est transnational. Moi, j'en parle surtout en référence aux États-Unis Oui. avec Trump. J'ai pas beaucoup documenté ça. Il y a Richard Lehir qui en a parlé, notamment avec les démarrais. Je me suis rarement avancé de ce côté-là parce que je suis pas très, très, très connaissant. Okay. Mais quand on regarde la façon dont les médias sont unanimes, parlent d'une seule voix et que les partis d'opposition, je veux dire, il n'y a personne qui se lève à l'Assemblée nationale. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui regarde les chiffres, qui voit que c'est une grippe, là? Je veux dire, les chiffres du CDC, les chiffres de l'Institut Pasteur, 94% des morts sont avec de la comorbidité. Il y a comme, comment je pourrais dire, il n'y en a pas un sur 125 qui se lève, puis il y a des doutes, qui questionnent la méthode Arruda de calcul des morts, les mesures sanitaires. Il n'y a personne, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Il n'y a pas un seul journaliste. Il y a Nathalie El-Grabi-Lévy qui a sorti quelques trucs, mais elle écrit comme une fois ou 2 mois. Elle n'a pas la parole. C'est la seule. Puis je l'ai félicitée pour ça. Mais tu sais, par exemple, la semaine passée, là, la question des programmes éducatifs là, particuliers, là, sportifs, là, sport-études ou art-études, Ouais. il y a eu Ouais. une mobilisation des parents. Puis qui trouvaient que ça arrivait beaucoup trop tard là, de mettre ça en veilleuse pendant des mois, ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Puis finalement, le gouvernement a décidé de réinitier tout ça à partir du 14 septembre. Ouais. Et, ils leur ont laissé un petit os parce que là, on reconfine. Ouais. Okay. Il a lâché du lest pour montrer qu'il était conciliant, mais il nous annonce quelques jours plus tard qu'on rentre en confinement. Là, on rentre en confinement sur la base de quoi? Il n'y a plus de morts. Il y a genre... C'est le nombre de personnes déclarées atteintes de la COVID par million d'habitants? Bien, je veux dire, là, sur les 60 000, il y en a combien qui sont guéris? 98, 95, 98 % sont guéris là-dedans. Il y a combien de cas à l'hôpital présentement, COVID? Il y en a comme 100 quelques. Il n'y a rien, il n'y a personne de malade du COVID au Québec. Puis on nous annonce une deuxième vague. Il n'y a jamais eu de deuxième vague de coronavirus dans l'histoire. Il n'y a pas eu de deuxième vague de MERS, de SRAS. Il n'y a jamais eu de deuxième vague. La grippe espagnole, c'est revenu. Là. La grippe espagnole, moi, j'ai regardé sur Wikipédia. Il y a eu des vagues. J'ai regardé sur Wikipédia et il y a une entrée sur Wikipédia qui dit que ça, c'était il y a un siècle. Ouais. Des conditions sanitaires complètement différentes. À la fin du plus gros conflit, je veux dire, armé de l'époque, la Grande Guerre. Tu sais, tu as des vagues de mortalité. Les vagues de mortalité, je ne veux pas rentrer dans un débat scientifique c'est une autre affaire, mais les médecins à l'époque disaient, sur Wikipédia, les entrées médicales des docteurs à l'époque disaient que le virus de la grippe espagnole n'était pas vraiment plus dangereux que les autres virus. Et que c'était encore une fois l'ensemble des conditions sanitaires qui provoquaient des vagues de décès. Tu sais, l'Europe, à cette époque-là, il y avait du bétail mort à grandeur, des cadavres partout, les égouts à ciel ouvert. Tu sais, c'était comme les bactéries circulaient là-dedans. Fait que c'est comme, tu as des vagues de morts, mais bon. Fait que tu peux pas du tout comparer ça, comparer la grippe espagnole, au cas du... Puis de toute façon, ça, c'est de l'influenza, c'est pas un coronavirus. Mais c'est ça, donc on rentre dans une urgence sanitaire sur la base de rien. C'est-à-dire, il n'y a aucune... Elle est illégale et elle est illégitime. Ce reconfinement est illégal et illégitime. OK, là, ça, j'ai écouté vos vidéos. OK, illégitime dans quel sens? Le gouvernement du Québec a été élu avec une forte majorité. Oui. Il a agi par décret. Oui, parce que... C'est pas des décrets illégaux. Puis il y a des lois qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale du maire élu. Et puis vous avez fait partie de ce monde-là. Là. Vous connaissez bien. Puis il y a des contestations devant les tribunaux présentement. Oui. Il n'y a pas d'injonction, à ma connaissance, qui ont été acceptées. Je vais vous expliquer pourquoi c'est illégal et illégitime. Par exemple, si on déclarait les mesures d'urgence, si par exemple on déclare, prenez un exemple comme militaire ou sécuritaire. On déclare un couvre-feu, l'armée dans les rues, comme en octobre 70, là, sur la base d'une fausse menace. Tu sais, si on fait, par exemple, l'Allemagne, là, tu sais, quand le Reichstag a brûlé, on a évoqué la menace communiste, alors que des gens disent que c'était Hitler lui-même qui avait, tu sais,
est-ce que la suspension de la démocratie en Allemagne était légitime si c'était une fausse menace? Vous comprenez, c'est ça que je veux. Alors pour déclarer un état d'urgence sanitaire ou un état d'urgence sécuritaire, il faut que la menace soit réelle. Si c'est pas réel, le gouvernement ment et utilise un faux prétexte pour s'octroyer des pouvoirs supplémentaires. Et c'est ça qu'on voit présentement parce que c'est une grippe. Tout le monde le sait que c'est une grippe. Les docteurs partout le savent que c'est une grippe. OK, mais tout le monde le sait, mais vous, est-ce que vous portez un masque quand vous allez faire l'épicerie? Je veux dire, le moins possible, je le mets sur le menton, puis je chiale s'il me demande de le lever. J'essaie de dire que j'ai une condition médicale, mais je me débat comme un diable dans l'eau bénite pour pas le porter. Tout le monde le sait, mais tout le monde, la vaste majorité de la population se plie aux consignes de santé publique. Vous entendez les gens chialer des médias traditionnels qui ne relaient pas ces messages-là. Encore une fois, les médias traditionnels coupent ceux qui ont des choses à dire là-dessus. Okay. On ne donne pas la parole. Tu sais, quand un docteur, il y a aussi les ordres professionnels qui se mêlent de ça, l'ordre, le collège des médecins, etc. Mais les journalistes ne font pas leur travail, ils ne permettent pas de faire des liens avec ce qui se dit ailleurs, puis les études qui sont présentées ailleurs. Fait on présente une version, pas aseptisée, mais une version tronquée à la population. Mais il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Il y a de plus en plus, justement, dans votre journal, on disait qu'il y avait comme 35% de personnes, on les appelle les complotistes, mais des gens qui avaient un doute sur Comment vous les appelez? Je veux dire, j'ai utilisé plusieurs expressions rigolotes, mais c'est pas des... ça n'a rien à voir avec des complots. C'est des personnes informées, c'est des personnes qui s'informent, je sais pas. Oui, mais ça dépend aussi où on s'informe. Ça dépend où on s'informe. Puis il y a des gens qui lisent les médias qui pensent que Elvis est toujours vivant. Je veux dire, il y en a des deux côtés. Là. On parle pas des coucous, là. Mais il y a plein de personnes intelligentes, je veux dire, qui s'informent aussi sur Internet. Là, il y a des anciens politiciens, il y a des professeurs d'université, des docteurs, il y a comme toutes sortes de monde extrêmement qualifiés qui ont des podcasts, qui font des analyses, qui font... Et là, tu sais, quand j'entends Martineau qui envoie promener toute l'Internet alors que, je veux dire, on montre des chiffres, des statistiques officielles sur Internet que lui cache. Je veux dire, c'est quand même le bout du bout. Là. Mais croyez-vous à tout ce que vous lisez sur Internet? Évidemment pas. Il y a un tri, là. Non, mais parce que... Mais je crois pas. Évidemment, je crois... Je suis aussi très sceptique de ce que je lis dans les médias. Oui, je comprends. Que ce soit traditionnel ou non traditionnel, par exemple, parce qu'il y a des gens qui participent aux manifestations, là, j'en ai couverte une ou deux parce que je suivais le premier ministre. Mais, tu sais, par exemple, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate. Oui, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, qui lisent les médias aussi puis qui défendent les médias. C'est ça. Mais c'est difficile de savoir c'est quoi le dénominateur commun de tous ces gens-là qui contestent actuellement l'État et les mesures sanitaires. Il y en a qui pensent que c'est de l'œuvre aussi de personnes qui sont ensorcelées par de la magie noire, qui pensent que c'est une œuvre de magie noire, qu'on veut contrôler la population. Mais j'écoute, on peut pas répondre, je peux pas répondre pour tout le monde. Mais vous, est-ce que vous croyez que la Terre est plate? Mais évidemment pas. Là. OK. Mais c'est ça, mais eux sont convaincus que la Terre est plate. Oui, je comprends, mais je pense pas... les croyances... Tu sais, si tu vas dans les médias traditionnels, tu vas chercher certains lecteurs, mettons, de la presse, des personnes plus âgées. Tu vas chercher leurs croyances religieuses. Tu vas te rendre compte qu'il y a toutes sortes de choses avec lesquelles tu n'es pas en accord. Je ne sais pas si tu comprends. Là, mais c'est ça. Il y a des gens qui lisent les médias traditionnels et qui croient à toutes sortes de choses. Je veux pas pointer une croyance. Moi, je fais pas ça. Je pointe pas les croyances des gens. Fait que je veux pas stigmatiser les croyances de personnes qui lisent dans les journaux non plus. Mais dans les médias traditionnels aussi, vous avez toutes sortes de croyances. Je veux pas ce débat-là, je pense qu'il pourrait durer des heures et des heures. Puis là, je fais l'avocat du diable aussi, là, au fin de la discussion. Mais qu'il y a des croyances, il y a des théories, qu'il y a des informations. Que peut-être, effectivement, des médias diffusent des croyances et des théories, mais diffusent aussi des informations comme vous. Il y a plusieurs éléments qui se basent sur des faits que vous avez colligés d'Internet. Puis vous en faites des théories, dans le fond, mais qui ne sont pas nécessairement à l'épreuve de tous les faits. Si on se trompe, on corrige. Moi, c'est ça que je dis à mes gens, moi.
Il y a plein de sujets que je traite pas. Je traite pas la 5G, je traite pas. Il y a plein de sujets qui sont populaires sur Internet que je traite pas. Vous, la puce dans le doigt, Ben ça, c'est par en le fait. vaccin, Ben, qui ça, sont c'est, tournés par les tours de 5G. Ça, je suis pas là-dedans, là. Je suis pas là-dedans, pardon. Je suis pas là-dedans, là, mais j'ai montré notamment des nouvelles de TVA Nouvelles qui annonçaient en décembre 2019, là, juste avant la pandémie, qu'il y avait un passeport vaccinal sous-cutané, là. C'est quelque chose qu'on t'injecte, puis il y a comme de la lumière fluorescente, puis c'était une nouvelle découverte de MIT. Fait que, le truc là, d'identité digitale et de contrôler la population en fonction du sanitaire, là, droit de circulation, si tu as été vacciné, ils en parlent, tout le monde en parle. Là. Il y a l'Union européenne a proposé ça, un passeport de vaccination. Il y a Bill Gates qui en parle pour contrôler qui a reçu le vaccin. Puis si tu n'as pas reçu le vaccin, tu n'as pas le droit de voyager, etc. Un petit peu basé comme sur le modèle de contrôle social chinois. Et puis, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Parce qu'effectivement, ça existe, c'est même pas... Est-ce qu'il y a un lien avec la pandémie actuelle, puis oui, je pense qu'il y a la un lien. volonté de vaccin? Oui, je pense qu'il y a un lien. OK, donc ça vous fait longtemps, croyez ça à la fait... puce? Ben, je veux dire, la puce... Qui serait injectée... Je sais pas si c'est une puce. Je sais pas si c'est une puce, mais... promesse de guérir contre la COVID-19. Non, ça, je sais pas. Là. Ça, je sais OK. pas. Mais le passeport de vaccination, tout le monde en parle. C'est-à-dire que même sous-cutané, c'était la nouvelle de TVA. Là. Ouais. C'est-à-dire que ils t'injectent ou ils te mettent comme un truc. Puis là, tu peux... je sais pas si c'est ça la technologie qu'ils vont déployer au début, mais c'est en développement. Mais le fait d'avoir une identité digitale, une identité numérique sanitaire, c'est massivement documenté, puis ça fait partie des discussions, puis ils sont en train de l'appliquer, c'est juste qu'ils font graduellement, mais c'est pas de la complot, c'est pas du complot, là, Non, mais il y en a qui disent qu'ils veulent pas recevoir le vaccin en disant que c'est au pire la COVID-19 une vilaine grippe. Là. Ouais. Puis, c'est il y en a ça, d'autres ce qui est particulier. Qui disent que je veux pas avoir le vaccin parce que le vaccin c'est pour m'injecter une puce qui va être contrôlée par la suite par... C'est parce que ces gens-là se basent sur des brevets, comme des brevets qui ont été déposés notamment par Bill Gates ou par Microsoft, etc. Où est-ce que justement on parle... c'est des brevets là, qu'on peut trouver, là, qu'on parle... d'interaction de nanoparticules avec la technologie cellulaire. Et vous, est-ce que vous croyez que... Je suis pas rendu là dans mon analyse. OK. Moi en général, comme je te dis, je me base juste sur des trucs que je peux... je me base en fait essentiellement, ou presque même exclusivement sur des sources médiatiques, sur vos sources à vous. D'ailleurs, un article que j'ai cité à plusieurs reprises, émanant du Devoir, pseudo-pandémie d'H1N1, alarmisme et gaspillage de fonds publics. Je veux dire, ils décrivent, les auteurs, le collectif d'auteurs, 12 juin 2010, ils décrivent exactement ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que les médias gonflent la dangerosité du H1N1 pour pousser un vaccin. Comment je pourrais dire, entreprise mondiale, l'OMS qui est impliquée là-dedans, qui, juste 6 semaines avant le début de la pandémie, qui révise son critère pour déclencher une pandémie en incluant plus le nombre de morts. Tout ce qu'on a vu avec le COVID, là, il y a eu comme une répétition, c'était en 2009, avec des chiffres de morts gonflés, une dangerosité gonflée, un push pour le vaccin, l'OMS qui tronque les chiffres, etc., intéressant à lire, en tout cas, comme référence. Bon, on va, si vous me permettez, faire un tour rapide de votre existence. Donc, vous êtes né le 30 octobre 1972 à Cuba. Donc, est-ce que vous avez des souvenirs de... Non, vous aviez 2 ans lorsque vous êtes déménagé en France, là, en banlieue parisienne. Ça, est-ce que vous avez des souvenirs? Parce que vous êtes quand même parti à l'âge de 6 ans. Oui, j'ai quelques souvenirs, pas beaucoup. OK. Puis c'est quoi ces souvenirs? Bon, des pièces, une pièce. Je me rappelle du balcon un peu. Je me rappelle peut-être d'un ou 2 amis que j'avais là-bas. Je ne sais pas d'ailleurs si les souvenirs sont pas conditionnés par des photos que j'ai vues. Mais je me rappelle aussi d'une petite machine jaune qui nettoyait là, les rues, là, qui me faisait capoter à chaque fois. Elle avait comme un gyrophare. Là, puis à chaque fois qu'elle passait, j'allais au balcon, je regardais, je la trouvais fantastique. C'était
Régent Tremblay avait écrit que c'était, je pense, au 15e étage. Oui, oui, c'est immeuble, exactement un ça, la HLM, Courneuve, quelque c'est chose ça, de- exact. Puis vos parents n'avaient pas amassé beaucoup de meubles et de choses parce qu'ils étaient prêts à rentrer au Québec dès qu'ils en ont Ouais. l'occasion. Oui, c'est ça. Mais ça, je me rappelle pas. Là. Mais est-ce que vous vous rappelez d'un certain climat de crainte? Parce que je pense que votre père avait été quand même inquiet là, de. Non. Je me rappelle Non? rien de ça. OK. Puis vous faisiez. Vous êtes rentré au Québec pendant l'exil de vos parents, là, certaines occasions pour voir Je votre pense qu'on est, tante. on est venu une fois, Une fois quand j'avais 5 ans. On est venu quelques mois. Puis après ça, on est rentré l'année suivante. OK. Puis votre mère semblait inquiète, en tout cas, c'est ce qu'elle a plaidé devant les tribunaux, là, de votre état de santé, puis celui de votre sœur. Puis elle disait que c'était important pour elle de ne pas aller en prison parce que. Ouais. Pour ses affaires. Est-ce que ça. Elle a plaidé, elle a sorti les arguments qu'elle devait sortir pour avoir une peine la moins lourde Mais vous, ça possible. vous a pas. Pas consciemment, là, je sais pas, je ne veux pas faire de la psychanalyse. Oui, là, je comprends, mais. Je suis pas sur le divan ici. Là. Oui, non, effectivement, c'est une table à pique-nique, mais je sais pas, c'est parce que c'est quand même Ouais. hors du commun. Là. Est-ce que. Ouais. Ce qui est hors du commun, c'est que là, 50 ans plus tard, on est en train de vivre une deuxième crise similaire à la crise d'octobre. Uh-huh. On est en train de vivre la crise d'octobre 2.0 là, avec le reconfinement. Encore une fois, comme la première crise d'octobre, c'était une urgence sécuritaire. Là, maintenant, c'est une urgence sanitaire. Dans les deux cas, on utilise, en tout cas, surtout dans le cas du COVID, là, de faux prétextes pour déclencher, comme je le dis, là, cette urgence sanitaire-là. Il va y avoir, il y avait un couvre-feu lors de la crise d'octobre, là, c'est un confinement. Il y a comme deux moments particuliers. Et ce qui est bizarre, c'est que la famille a été impliquée dans ces deux événements-là. Allez-vous parler à vos parents? Faites-vous ce lien-là avec vos parents? Est-ce que vous en Non, discutez? non, c'est assez froid ces temps-ci. OK. À cause de vos vidéos? Ouais, ben à cause de, à cause de la façon dont les médias m'ont dépeint, en fait. Je suis Denise Bombardier, là, je suis le failli de service, et puis, fait que... C'est depuis la pandémie ou depuis Depuis la avant pandémie, ça? non, depuis la... Bon, Est-ce que vous aviez des propos un peu hors du commun? Oui, mais hors ça, on était capable de le mainstream? gérer. On était capable de le gérer, c'est-à-dire, on avait des opinions politiques différentes, Ouais. mais c'était gérable. Ouais, OK. La pandémie OK. a refroidi un peu les trucs. OK. Puis ça, vous en êtes tanné ou vous Oui, êtes je avec préfère. ça? Mais je sais que j'ai raison sur les faits. Et donc, à moyen terme, je sais qu'éventuellement, la vérité va sortir et que ça va. Les choses vont s'arranger. OK. Donc, vous rentrez au pays. D'ailleurs, il y a plein de photos de vous quand vous étiez jeune. Ouais. Ça, dans les archives des grands journaux. Là, vos parents sont traduits devant la justice. Il y a des peines d'emprisonnement, plus de probation. Est-ce que vous avez des souvenirs de Je me rappelle, ces c'est moments-là? ma tante qui s'occupait de nous, mais pas énormément. J'ai un vague souvenir de le matin quand mes parents sont venus à la maison après la prison. Je me rappelle plus c'était lequel. Je me rappelle. C'est des trucs pas importants. Comme c'est ma tante qui me donnait mon bain. Ah ouais. Mais c'est pas Ok. rien de particulier. Là. OK. Puis, c'est quand vous avez appris, dans le fond, que vos parents avaient participé à l'enlèvement d'un diplomate britannique? Ça s'est probablement fait graduellement. Je suppose que c'est comme quand tu deviens adolescent que tu commences à comprendre Ouais. un peu, mais je me rappelle pas d'un moment particulier. Ça a toujours été des petites discussions. Puis je me suis jamais vraiment intéressé à ça non plus. J'ai jamais revendiqué le Vous nom avez de un mes parents. nom, là, vous êtes pris pour le meilleur et pour le pire avec votre Ouais, nom. mais j'ai jamais senti ça. J'ai jamais utilisé ça. J'ai jamais. Et vos enseignants ne disaient rien. Non. Vous vous rappelez pas d'un moment où on vous a dit Ah, Cossette Trudel, vous êtes t'es le fils de Jacques et Louis. Ça arrive occasionnellement. C'est pas, c'est pas, Mais c'est votre pas déterminant. adolescence, il n'y a pas un moment où vous vous êtes fait Il y en a- rattrapé par le passé de vos parents? Non, ça m'a jamais impacté. Donc, Ok. c'est peut-être tu sais, sur le bord, tu rencontres quelqu'un, ah oui, non, mais c'est pas de façon suffisamment marquante pour que je m'en rappelle. Là. Ok. Ça a été comme tu sais, ici et là un petit peu à travers le parcours, mais pas rien de. Je me rappelle. Ouais. Quand j'ai été à la direction du PQ, tu sais, chez les plus vieux, il y avait un petit peu plus de reconnaissance. Ouais. Donc là, c'était écrit, je ne sais pas si c'était dans le texte de Xavier Camus que vous avez décroché. Oh my God, tu lis du Xavier Camus. Non, mais j'ai fait une recherche sur vous, là, ça a sorti.
Donc, est-ce que vous n'aimiez pas l'école, puis vous avez décroché, vous êtes devenu autodidacte comme Stéphane Bureau? En secondaire 3-4, je me posais des questions existentielles. Et puis, j'ai effectivement lâché l'école. J'avais envie de partir, de voyager, de partir au Tibet. Ah oui, OK. Parce qu'il a dit que, je pense que c'est lui aussi qui dit que vous êtes... Avec une Tibétaine. La mère de mon fils est tibétaine. Oui, puis vous êtes initié ou converti au bouddhisme, non? Ah, ben ça, c'est personnel. C'est pas un élément déterminant de ma vie. Je le dis, les gens me posent des questions sur la spiritualité. Puis je dis, c'est du domaine de la vie privée. Okay. Moi, je suis très en faveur de la loi 22. Je veux dire... 21? La loi 21, pardon. Sur la laïcité. Sur la laïcité. Donc, je garde ces choses-là pour moi. C'est pas quelque chose qui est déterminant dans l'espace public. Donc, vous avez décroché le secondaire 4, 3? 3-4, oui. 3-4, puis par la suite... Je suis retourné à l'école, j'ai complété j'ai fait mon secondaire à l'école pour adultes, et puis par la suite, je me suis inscrit à une mineure en sciences politiques à l'université. C'est drôle parce que vous me posez des questions, puis je n'ai jamais refait mon parcours comme ça mentalement. Là. Le jeu, attendez, juste la parenthèse, vous me direz si c'est après, là, puis si je vous ai coupé inutilement, mais le jeu Strata Game, ça c'était quand? Ça c'était... C'était en 2006-2007. OK, c'est après. C'est après, oui. OK, excusez-moi. Donc ça, j'avais des bonnes notes, alors ils m'ont permis de m'inscrire au baccalauréat. Je me suis inscrit au baccalauréat, puis j'avais des bonnes notes, alors ils m'ont permis d'aller à la maîtrise. Je suis allé à la maîtrise. J'ai fait un stage à la chaire Raoul d'Endurant, en études stratégiques et diplomatiques. C'est là que, à l'époque, je m'intéressais justement à la guerre de l'information. Donc, la plupart des principes que j'utilise aujourd'hui ont été développés, je veux dire, je lisais là-dessus, ont été théorisés à cette époque-là. On parlait surtout de la fin des structures hiérarchiques de transmission d'informations comme la famille, les médias, l'État, etc., puis la montée des structures en réseau, comme le net. Donc, guerre de l'information. Et voilà, après ça, j'ai fait un doctorat en sciences des religions. C'est pas vraiment de la religion, c'est de la philosophie du langage. Donc, la capacité du langage, c'est la question platonicienne, c'est-à-dire ou la question wittgensteinienne, est-ce que le langage peut décrire les réalités absolues? Les réalités qui dépassent les conventions. Est-ce qu'on peut réellement parler de ce qui dépasse les conventions? De la métaphysique, du religieux incidemment, mais d'expériences personnelles sublimes, ou whatever. Est-ce que le langage est... Alors, donc c'est ça, c'est la capacité du langage de toucher l'indicible, on pourrait dire ça. Voilà, et puis après ça, j'ai continué tout de suite. J'ai cherché un petit peu partout dans le monde. Je voulais faire un doctorat en sémiologie, parce que c'est là-dedans, c'est là que mes études m'amenaient, la sémio. Puis il y avait seulement 3 endroits où il y avait un doctorat en sémiologie. Il y avait à Bologne, en Italie, c'est-à-dire c'est le département d'Umberto Eco. Il y avait à Brasilia, je pense, au Brésil. Puis le 3e endroit, c'était à l'UQAM. Et je me suis dit, c'était juste à côté de la maison. Puis je me suis réinscrit à l'UQAM. C'est bizarre, mais mon parcours s'est passé en entièreté à l'UQAM. Et là, j'ai fait 8 ans. Puis je me suis rendu j'ai passé mon examen doctoral. Puis il y a eu la campagne électorale de 2018. Puis j'ai reçu une lettre durant la campagne, que je me suis présenté pour Citoyens au pouvoir. Ouais. Et durant la campagne, j'ai reçu une lettre qui me disait « Vous avez oublié de vous inscrire au doctorat, et puis, donc vous êtes exclu pendant 1 an du programme. » Et puis là, j'ai fait « Merde. » Je me suis vraiment... apparemment, j'avais oublié de m'inscrire. Fait que je l'ai laissé comme ça. J'ai pas continué. Et j'étais en rédaction de thèse. C'est ça qui est fatigant, parce que j'étais en rédaction de thèse. Il me restait comme un 6 mois à bûcher pour l'avoir. Vous faites un lien, quoi? Non, je fais pas de lien. Okay. Non. OK. C'est juste dommage. Je sais pas comment ça se fait que j'ai oublié. Vous pouvez le terminer. Je pourrais le terminer, mais ça me prendrait, je suis tellement occupé, ça me prendrait un 6 mois dans une caverne. C'est ça, il faut rédiger une thèse. Là, tu peux pas, il faudrait que ce soit à l'exclusion de toutes mes autres activités. Ouais. Okay. Mais éventuellement, peut-être. Ouais. Ben oui, ça. S'il me reste juste 6 mois, ça fait chier. J'ai fait 8 ans, puis il me reste 6 mois. Puis, j'ai pas l'habitude de ne pas terminer mes affaires. Vous avez évoqué, c'est ça, votre militantisme au Parti québécois. Vous avez fait une course, puis ça aussi, c'était quand même
intéressant contre Mathieu Bock-Côté, notamment. Oui. Un certain Mathieu, je pense Mathieu Lachaine. Oui. Ouais. Quel souvenir vous en avez de cette course-là? Parce qu'on m'a dit que c'était rocambolesque. Ah, Mais je me rappelle, je sais pas, j'ai bien aimé l'expérience. Je pense qu'au final, Mathieu Bock-Côté aurait dû gagner. Ça s'est terminé, moi contre lui, là, je pense 45-55, quelque chose comme ça. C'était un moment où l'aile jeunesse du Parti québécois était Ouais, il y avait le parti de la vigueur. pouvoir, Il y avait de la c'est ça. vigueur, ouais. Le grand Bouchard. Ouais. Mais c'est ça, je me rappelle de Mathieu Bock-Côté extrêmement éloquent, extrêmement articulé. Puis, à la fin, je me suis dit, ouais, c'est moi qui l'ai eu, mais c'est lui qui le méritait. Puis, pourquoi vous avez décidé de briguer la présidence? Ben, je voulais faire de la politique. Là. Je voulais contribuer à la souveraineté du Québec. Là. Souvent, c'est qu'on pense qu'on a les capacités pour faire une différence. Là. Tu regardes les gens autour de toi, puis tu dis non, ça c'est pas une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Puis tu penses que tes idées sont les meilleures. Puis tu dis, je suis capable. Si on applique mes idées, ça va aller mieux. Généralement, c'est comme ça que ça fonctionne la politique. Et puis, c'est ça, c'est essentiellement ça. Okay. Vous avez été président 2 mois? Du Congrès jusqu'à... Au Grand Congrès? En fait, du Congrès jusqu'au Grand Congrès, c'est ça. Après ça, j'ai démissionné. Moi, il y avait de la dissension dans les rangs. Puis, je me suis rendu compte après le Grand Congrès, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plan pour la souveraineté. Puis ça, je l'ai dit dans les médias à l'époque. J'ai dit, on sort du Congrès, puis on était à case zéro, il n'y a rien, c'est merci, bonsoir. J'avais écrit dans Le Devoir, d'ailleurs, justement, j'avais écrit... On a cru dans le sauveur, on lui a fait confiance. Partout, l'establishment du parti nous disait « ça s'en vient, là. Il faut serrer les rangs, il faut lui donner un bon vote de confiance, puis après ça, c'est la souveraineté. » Il nous faisait miroiter ça. Puis après ça, le discours de fermeture du Congrès, rien du tout. C'était M. Legault? C'était M. Bouchard. Ah, qui était là pour la fermeture du Congrès? Parce que j'avais... Peut-être pour la fermeture du Congrès, je ne me rappelle plus. Mais à la fin du Congrès, on s'est rendu compte qu'il y a des vieux. Oui, je veux dire des vieux. De l'establishment du parti. Là. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de plan pour la souveraineté. Puis là, je l'ai dit, j'ai eu des entrevues radio, j'ai dit, il n'y a rien, il n'y a rien pour la souveraineté. On recommence la gestion, et puis moi, ça me disait rien. Je pense que j'ai écrit d'ailleurs ça dans Le Devoir. Il me semble que c'est... Une autre parenthèse, vous êtes le petit-fils de Gérard Lanto. Ouais. Est-ce que vous étiez proche de votre grand-père? Est-ce que vous parliez? Non, pas du tout? Non. Ben, je veux dire, on allait, avec ma mère, on allait rendre visite à nos grands-parents quelques fois par année. Là. Ils habitaient à Laval, puis on allait voir ses parents. Est-ce que lui, son militantisme politique, parce qu'il était en théorie toujours chef du Parti de l'Unité nationale jusqu'en 2003, je pense? J'ai été au courant. J'ai été au courant de tout ça, du passé de mon grand-père après sa mort. Ah oui? Ça n'a jamais été des discussions à la maison. On allait voir grand-papa, c'est j'ai pas. Non, j'ai pas. OK. Puis votre grand-père paternel qui était haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères, non plus. Ça n'a pas été. Il est mort encore une fois, lui aussi. J'étais plus jeune, je devais avoir 14-15 ans. OK. On allait voir grand-papa. J'ai eu des relations de petit-fils à grand-papa avec eux autres. C'était rare parce que c'était pas des. Ni ma mère, ni mon père étaient comme. Je veux dire, on n'allait pas là souvent, occasionnellement. Okay. Bon, sur certaines idées. Ah oui, le magazine d'actualité, je ne sais pas si vous vous rappelez, a fait un papier de vous, là, Pierre Cahouette. Il faut remonter loin, là. C'est à l'époque du PQ, ça? Je pense juste après. Okay. Ou peut-être pendant les 2 mois, mais je vais retrouver la date. Il disait que vous aviez l'assurance d'un vieux sage, puis vous étiez cité en disant « Je suis un réformiste démocrate. Je ne souhaite pas l'indépendance comme on la définissait il y a 30 ans. Je ne veux pas d'une autarcie. Je veux une souveraineté ouverte sur le monde et moderne. Je veux un siège à l'ONU et à l'OMC. » Ouais. C'est là où ça se passe. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? L'ONU a changé. L'ONU, les institutions gouvernementales, tout a changé. Il y a eu des transformations majeures dans le système politique international.
C'est-à-dire qu'on aurait pu, ça je l'ai expliqué dans mes vidéos, on aurait pu, l'ONU a déjà été basée sur une idée intéressante, c'est-à-dire que les nations souveraines discutent entre elles, puis arrivent à des consensus, etc. Mais là, c'est plus du tout ça, c'est-à-dire que, par exemple, avec le pacte de Marrakech, ce qui est signé à l'international détruit la souveraineté des États. C'est-à-dire, on oblige l'immigration forcée, l'ouverture des frontières, ça, je parle du pacte de Marrakech, les traités aussi sur le climat, etc. C'est-à-dire que l'ONU est passée d'une institution qui était un peu comme l'Europe des nations du général de Gaulle. De Gaulle voulait une Europe des nations, à une Europe de l'Union européenne actuellement qui broie la souveraineté nationale, qui dissout les frontières, etc. Il s'est passé la même chose avec l'ONU. Donc, on est passé d'une institution internationale des nations à une institution nationale qui broie les nations. Et donc, là, c'est là que je me retire. OK. Votre passage à l'ADQ, ça, c'était pas... J'ai jamais été à l'ADQ. Vous êtes laissé courtiser par l'ADQ? Non, il n'y a pas eu de proposition, jamais. J'ai eu un petit clin d'œil pour... c'est des textes, c'est des idées politiques, c'est l'actualité il y a 20 ans. C'est difficile de dire exactement comment je me sentais à l'époque. Okay. Il y a eu, j'ai eu un texte ou deux favorable, je pense, à Mario Dumont à l'ADQ. Un clin d'œil. Ouais. Okay, parce que Pascal Burgu, vous avez écrit une note. Il disait que vous étiez... l'Alexis que j'ai connu au Comité national des jeunes du Parti québécois est un battant de gauche, un social-démocrate convaincu et un fier souverainiste. C'était le cas? J'ai de la misère avec les étiquettes politiques. Ça, c'est du spin de Pascal. Là. Il essaie de me dépeindre d'une façon... je sais pas. Ça trop... peut être positif. Oui, ça peut être positif. Ça l'est pas? Ben, je sais pas, c'est parce que pour valider ça, il faudrait que je me remette dans le mindset de l'époque. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas un battant de gauche? C'est difficile d'expliquer, comment je pourrais dire, il y a des trucs, je me bats pour le peuple. Comment tu définis la gauche puis la droite? Je ne suis pas nécessairement de la droite économique. Êtes-vous libertaire? Encore une fois, donne-moi ta définition de libertaire. Moins d'État, beaucoup moins d'État. Oui, ça, ben, écoute, encore une fois... la gauche est associée à plus d'État, des programmes sociaux. Oui, je suis... Il y a des trucs, parce que j'ai des éléments où est-ce que je suis plus en accord avec la gauche, d'autres où est-ce que je suis plus à droite. Mais j'aime pas les étiquettes, encore une fois. Ouais. Ce que je vois présentement, c'est que les États ne répondent plus, l'État ne répond plus à la population. En fait, il répond de moins en moins à la population et se fait souvent le porte-voix d'intérêts internationaux, des intérêts technocratiques. On impose des trucs au peuple. Et dans ce sens-là, je veux moins d'État. Je veux moins qu'on nous force dans une conduite. Comme le masque obligatoire, etc. Si être de gauche, c'est être pour le masque obligatoire, je ne suis pas de gauche, tu comprends? Ouais. En fait, la gauche aurait plutôt... dans la gauche, dans les années 60, c'était plus la liberté, etc. Hein? Et la droite, c'était le contrôle. Comment ça veut dire? C'était l'Église, le contrôle, etc. Alors, je suis comme un peu de la gauche des années 60, c'est-à-dire que je suis pour plus de liberté. C'est bien, les concepts, là, c'est trompeur. Vous invitiez les indépendantistes, à ce moment-là aussi, là, à formuler un nationalisme civique et ouvert aux Québécois de toute origine. Ouais. Un nationalisme qui ne montre pas du doigt les traites à la patrie, mais plutôt un nationalisme moderne et dynamique qui donne le goût d'y participer. Blablabla. Ça, c'est la même chose aujourd'hui. Parce que Fardoche, ça s'inscrivait pas nécessairement là-dedans, non? Fardoche, écoute, Fardoche, je maintiens ma position sur Fardoche. L'archétype de Fardoche, le rôle de Fardoche dans l'imaginaire collectif, c'est le rapport avec le passé, c'est l'ancêtre. Ouais. Je suis désolé, mais dans l'histoire du Québec, là, il y a comme 100 ans... Les ancêtres, c'était des descendants de colons français à 90,95% même. Je veux dire, et là, il y a une tentative, beaucoup, dans le showbiz, de transformer l'imaginaire collectif.
Et j'ai pas de problème avec j'ai pas de problème avec le fait qu'on ait de la diversité dans les représentations collectives. Mais il y a des trucs comme ça qui, quand on touche au rapport au passé, je suis pas du tout d'accord avec ça. OK. Il y avait les frais de scolarité, mais il y a un autre truc plus intéressant. Ça va être le dernier point sur votre passé. Ah oui, bon. Dans une autre lettre, vous devez vous en souvenir, vous avez écrit qu'on a plus... il semble en effet que plus on a de droits, moins on a de devoirs. Ce triomphe du sujet sur la collectivité est, il va sans dire, lourd de conséquences sociales, l'intégration sociale, le civisme, la courtoisie, l'esprit de sacrifice, la reconnaissance de l'autre, qui disparaissent rapidement des rapports sociaux et sont remplacés par les sociétés libres, par les valeurs individualistes d'un sujet triomphant, bardé de droits s'exerçant malgré les autres. Puis vous avez dit qu'il faut que les Québécois retrouvent collectivement le sens du devoir envers les institutions traditionnelles avant que le marché, les actions en justice ne deviennent pour eux les seuls deux moyens de régulation sociale et que soit parachever l'atomisme social. C'est comme... il y a eu toute une évolution de votre pensée là, jusqu'à aujourd'hui parce que vous Non. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté individuelle, de liberté tout court. Est-ce que je parle de... Je veux dire, le mouvement dans lequel je m'inscris parle beaucoup de liberté. Maxime Bernier, par exemple, parle beaucoup de liberté. Les gens crient liberté, etc. C'est deux choses complètement différentes. Là. Okay? Là, on parle premièrement d'une société qui est en train de se transformer. Parce qu'on est en train de détruire le sentiment d'appartenance, ce qui tient un peuple ensemble, par le droit. C'est-à-dire que tu fais rentrer, on augmente la complexité de la société, la diversité de la société, on donne des droits à tout le monde, et ce que ça fait, c'est que ça gruge le tissu social, ça gruge la cohésion nationale, etc. Ça, c'est une chose. Là, maintenant, ici, on parle de mesures qui sont injustifiées, encore une fois. C'est-à-dire que ça revient toujours à ça. Et j'ai déjà dit dans mes web-journaux, je l'ai dit à la télévision, je l'ai dit dans des reportages avec Théo Vox, que si on était en présence d'un virus réellement dangereux, comme un virus qui a réellement 3,5% de taux de mortalité chez ceux qui le contractent, ben, je serais pour. Les mesures seraient justifiées. Mais là, la raison pour laquelle je me révolte, c'est parce qu'on est en présence d'un mensonge. On est en présence de ce qu'on pourrait appeler un power grab du gouvernement. Okay? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous convaincre? Je veux dire qu'ils disent la vérité sur le taux de mortalité du virus. Il ne peut pas me convaincre à partir du moment où est-ce que tu mens. Je veux dire, tu as trompé ta femme et puis... mais lui, il dit qu'il ment pas. Non, il ne dit pas qu'il ment pas. Il donne juste pas les chiffres. Il donne pas les chiffres. C'est toute une opération d'obfuscation de la réalité. C'est très subtil. Il n'y a aucune façon qui ouvre ses livres ou qui ouvre des registres puis qui vous donne... Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire, c'est ça, pour vous permettre de vous donner des réponses? Premièrement, qu'il réévalue les morts qu'ils ont tous engrangés dans le COVID, là. Ouais. Mais qu'on nous sorte, c'est quoi les réelles statistiques de gens qui sont réellement décédés du COVID? Il y en a 3500 plutôt que 5000. Là, on verra, mais c'est pas ça. C'est parce qu'on regarde partout dans le monde. Quand on regarde partout dans le monde, en Italie, le Arruda italien, le Walter Riccardelli, a donné une entrevue au journal anglais de Telegraph qui a admis qu'il y avait juste 12% des cas en Italie qui étaient réellement morts du COVID. Le reste, c'était de la comorbidité. J'en ai parlé, j'ai montré les captures d'écran. 12% des décès. 12% des décès. Fait quand TVA, Radio-Canada nous parlait de 1000 morts par jour en Italie, là, c'était seulement 100, 120 morts du COVID. Si on utilisait la même statistique que pour la grippe, la même méthode de calcul que pour la grippe, ça ne serait pas 1000, ça serait juste 100, 120. Et ça s'inscrit dans le ratio de décès habituel de la grippe. En Italie, en 2017, ils ont eu 20 000 morts de la grippe. Ils ont un très mauvais système de santé en Italie. Et ils ont beaucoup de mortalité grippale. Et c'est comme ça partout ailleurs. Alors, on les connaît, les chiffres. À partir du moment où on connaît la réalité, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire pour me convaincre puisqu'ils ont menti. Tu comprends? Je veux dire, à partir du moment où tu me dis, genre... Si je te dis, tu as fait un vol de banque, tu es venu dans mon compte, pas un vol de banque, tu es venu dans mon compte, tu as pris tel montant, j'ai ça sur caméra, etc. Il n'y a pas grand-chose que la personne en face peut dire pour me convaincre à partir du moment où j'ai les preuves.
On n'assiste Fait que- pas à fait que- l'atomisme sociétal que vous craignez. Tu veux dire dans le cadre du COVID, à cause des gens qui ne veulent pas porter le masque, c'est ça que tu veux dire? Oui, à C'est cause ça, de tout ce qui se passe. tu m'amènes Non. sur le COVID, là. Oui, mais dans la situation actuelle, Oui, il y a... à cause de... Puis aussi de gens comme Ouais. vous qui promeut... Oui, la les- liberté individuelle, le libre choix pour le masque, etc. C'est ça. Oui, c'est qu'on compare, encore une fois, des pommes et des oranges. C'est-à-dire qu'ici, il y a un atomisme social, sociétal, que je condamne et je condamnerai toujours. Là. C'est-à-dire, je suis pas un... moi, je suis quelqu'un qui défend la cohésion nationale. Et c'est pour ça que je suis un nationaliste. Je défends la cohésion nationale. C'est pas ça du tout. Mais vous la défendez aujourd'hui, mais contre le gouvernement. Vous voulez faire tomber le gouvernement. On n'est pas... non, je vais faire tomber, pas à cause... C'est pas à cause de je veux faire tomber le gouvernement, pas à cause de mon nationalisme. Je veux faire tomber le gouvernement parce qu'il a menti à la population. Arruda a pris des mesures qui ont causé un petit génocide dans les CHSLD. Je veux dire, ils ont fait sortir les employés. Les employés ont quitté les CHSLD. Les aînés sont morts de faim, de manque de médicaments. Ils ont pris toutes sortes de mesures totalement invraisemblables. Ils ont annulé toutes les procédures de réanimation cardio-respiratoire. Ils ont coupé l'aide à l'assistance au suicide en plein milieu de la pandémie. On dirait qu'ils ont tout fait pour faire monter les chiffres des décès. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il y a des enquêtes du Congrès aux États-Unis contre Cuomo qui a signé un décret obligeant les résidences de personnes âgées de reprendre les malades COVID dans des résidences de personnes âgées saines. Ils étaient à l'hôpital malades du COVID. Les résidences étaient obligées de les reprendre. Et ça a créé une hécatombe. Donc, on dirait en France, il y a eu le Rivotril, la controverse du Rivotril, c'est-à-dire qu'au lieu de les traiter, et puis on a accéléré la mort des aînés. Et partout, c'est Denis Rancourt. Je ne sais pas si tu connais Denis Rancourt, ça dit quelque chose. Denis Rancourt, un professeur à l'Université d'Ottawa qui s'est penché notamment sur les masques, montrant que ça ne fonctionnait pas. Il s'est penché aussi sur la surmortalité en France. Et explique que la surmortalité qu'on a vue du COVID, on le sait que c'est ça, là. Il y a plusieurs journaux qui ont parlé, n'est pas due à la maladie elle-même, mais aux mesures désastreuses de santé publique, l'effondrement des soins dans la communauté, les gens qui repoussent leur chirurgie, les suicides, etc. Et cette année, tout ça, la surmortalité a tout été rentré dans le COVID. Il y a des personnes qui ont fait des vidéos en disant, je les ai montrées sur dans mes web journaux, en disant, moi j'ai un proche qui s'est suicidé, puis devinez qu'est-ce qu'il y a sur le certificat de décès. COVID. Okay. Cancer, COVID, cancer. Aux États-Unis, ça a fait la manchette. Encore une fois, j'ai montré les coupures de journaux. Accident de motocyclette, décédé, COVID. Alors que c'est l'administration. Vous ne pas en parler. Mais je ne suis pas administrateur. Trump aux États-Unis. Non, pas les États. Là. Encore une fois, c'est les institutions. Non. Mais quand c'est rapporté après par la CDC sauf erreur est de juridiction fédérale. Non. Le CDC a toujours joué contre Trump depuis le début de la crise. Anthony Fauci qui commence à Exactement. être dans la... Exactement. Ce que j'ai dit, c'est ça. Les gens me demandaient comment ça se fait que comment ça se fait que le CDC, comment ça se fait que Trump laisse Fauci au CDC. C'est Fauci qui a toujours contredit le président. Vous dites que ça s'inscrit dans l'art de la guerre. Exactement. Mais ça, c'est un peu pratique de dire... parce que ça a l'air, il lui fait confiance, mais là, vous dites que c'est l'art de la guerre, c'est de la stratégie. Il paraît devant les médias qu'il fait confiance. Dans les faits, c'est juste pour le contrôler. Il a opéré comme ça avec Mueller. Oui. Il a opéré comme ça avec l'impeachment. Il a opéré comme ça avec Fauci. C'est-à-dire, au début, tu le laisses, tu lui donnes l'accord pour se pendre, puis après ça, au moment où est-ce que tu en as besoin, tu l'utilises à ton avantage. Puis là, il contrôle. Oui. Okay. Ben oui, en tout cas, vous avez vu l'épisode. Oui. C'est à partir de quand... Ça c'est un truc que j'ai pas réussi à cerner. Vous avez, parce que là, vous écrivez des lettres dans des médias traditionnels, vous participiez quand vous le sentiez, le jugiez nécessaire au débat public. C'est quand, dans le fond, vous avez décidé d'aller vers les médias non traditionnels, vers le web, de collaborer, je pense, au studio notamment? Ça a commencé avec quoi? Non, j'ai parti de ma propre chaîne avant le studio. Là.
En fait, c'est une prise de conscience après la campagne présidentielle de 2016. Là, je me suis rendu compte de la puissance des médias sociaux. C'est les médias sociaux qui ont fait élire Trump, hein, c'est pas les médias traditionnels. OK, avant, il n'y avait rien. Vous étiez nulle part. J'étais nulle part. J'avais même pas de cellulaire. Ah ouais? J'ai été off-grid pendant longtemps. J'ai eu mon cellulaire, là. Ben, j'ai eu un cellulaire comme en 2005, 2006. Mais après ça, j'avais rien du tout. Ça, c'était par... Est-ce que C'était pas nécessaire. Je voulais vivre ma vie indépendamment. Là. Okay. Je veux dire, j'étais plus comme philosophe, j'étais plus dans les idées, dans les livres. J'ai vu la puissance des médias sociaux pour faire élire, pour contrer le narratif mondialiste, les crocs en jambes des médias. Et là, je me suis dit, bon, ben, il y a quelque chose, il faut y réfléchir. Au lieu d'écrire un texte qui va être lu par 1000 personnes, pourquoi je ne ferais pas une vidéo qui a un potentiel de viralité beaucoup plus grand qu'un texte par écrit. Le problème, c'est que j'étais extrêmement gêné. Je suis dans la famille, là, si tu regardes les photos de famille, je suis toujours celui qui se cache de la caméra. Puis, même quand j'étais chez les jeunes au Parti québécois, j'étais Là, je suis gêné, tu vois, des fois je me manque mes mots, là, je perds mes mots. J'ai toujours été très, très, très gêné au micro, à la caméra. Mais donc mes premières vidéos, ça a été juste pour briser la gêne. Je me suis dit, je vais faire des vidéos advienne que pourra pour briser la gêne. Les premières vidéos, ça a été comme ça. Puis après ça, il y a eu des prises de position. J'ai été. Richard Lehir m'a invité sur le conseil d'administration de Vigile. Puis après ça, j'ai 1, 2 vidéos. Êtes-vous encore là? Non. Okay. Donc j'ai quitté après son décès. Puis, êtes-vous déjà dans votre réseau de contacts des gens comme Daniel Gagnon, libre penseur, c'est quoi son pas Daniel Gagnon, Daniel Pilon. Pilon, oui, pardon. Ouais. Daniel Pilon, libre penseur, Stéphane Blais, ouais. Tout ça. Est-ce que ça, vous les connaissiez ou c'est non, on s'est vu, c'est avec la campagne en 2018 là, on s'est citoyen au pouvoir. Ouais, citoyen au pouvoir. OK. Puis, mais c'est quand vous avez, dans le fond... explosé, les vidéos. Ça s'est fait graduellement, les vidéos. Mais où vous avez attiré l'attention de peut-être d'autres personnes qui faisaient un petit peu, qui étaient un peu dans votre... J'avais une analyse différente de Trump, là. J'avais une analyse unique, en fait, de Trump. On trouvait ça nulle part. Là, j'ai été invité au studio d'André Pitre, mais je faisais mes propres vidéos, encore une fois. Là, les gens disent que c'est ça qui m'a propulsé, mais pas du tout. Là. OK. Et voilà. Qu'est-ce qui vous distingue d'André Pitre? Qu'est-ce qui me distingue? Je sais pas. Lui c'est une plateforme, il n'y a pas de... Moi, je suis plus éditorialiste, tandis que lui est plus une plateforme ouverte. Là. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes d'idées, toutes sortes d'émissions. C'est plus comme un lieu de rencontre. Moi, j'ai une information plus... moi, je suis comme un éditorialiste. Là. Je suis comme... commenter. Je commente. Lui aussi commente des fois, mais c'est moins ça, son truc. Okay. Moi, je fais de l'analyse. Je suis comme un analyste politique qui a sa propre chronique. OK. Puis... OK. Donc, vous avez été approché par Citoyen au pouvoir? Oui. OK. Donc là, vous n'aviez plus votre carte du PQ et du Bloc depuis plusieurs années. Depuis 20 ans, okay. Ouais, c'est ça. Puis vous n'aviez pas milité pour un autre parti politique entre-temps, entre 2018 et... Non, c'est ça. Et la raison, je l'explique dans une vidéo de campagne, c'est que je me suis rendu compte, notamment avec toute l'histoire du chemin Roxham en 2017, là, que les gouvernements avaient les mains liées. La population criait au scandale avec cette entourloupe légale là, du chemin Roxham. Et les gouvernements ne faisaient rien. C'est-à-dire, on a signé des traités, on ne peut rien faire. Je me suis rendu compte que les représentants politiques n'avaient plus le pouvoir. Le pouvoir leur avait été retiré par, entre autres, toutes sortes de lois et de traités qu'ils avaient signés. Ils étaient... et qu'on était à cause de tout ce qui avait été signé, puis comment je pourrais dire, là, des mesures technocratiques appliquées partout. Là, je me suis rendu compte que le peuple n'avait plus le pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'était plus en démocratie. Là, que la démocratie, oui, on votait pour des gens, etc., mais une fois rendu là, ils se retournaient contre nous autres et ils nous menaçaient, comme
et faisait appliquer des règlements internationaux ici. C'était plutôt des gouverneurs d'une espèce de structure mondiale. Des gouverneurs locaux d'une structure mondiale. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner beaucoup. En 2017, c'est vrai que ça a été un point tournant. Là. OK. Je me suis rendu compte qu'on n'était plus en démocratie. Puis pourquoi citoyen au pouvoir? Mais parce qu'il y avait justement cette C'est un Ben, parti parce que- québécois, là? C'est pas Ottawa. Ottawa, c'est Ouais. qui s'occupe du chemin Roxham, ça vous fait erreur? Oui, mais en fait, non, je sais que c'est Ottawa, mais on aurait pu en faire beaucoup plus pour le chemin Roxham. Tu sais, s'il y avait eu une volonté d'agir. Je me suis rendu compte aussi que tous les partis à l'Assemblée nationale avaient comme une connivence idéologique. Il n'y avait plus de nationalisme. En fait, le Parti québécois n'est plus nationaliste du tout. C'est un parti mondialiste. Écoute les représentants du Parti québécois, puis c'est toujours... il faut plus de changements climatiques, de trucs contre les changements climatiques, plus d'immigration, plus de l'ONU, plus de... ce sont plus des partis nationalistes qui défendent la souveraineté. Je veux dire, la souveraineté qu'ils proposent, c'est une souveraineté de pacotille. C'est une souveraineté régie par l'ONU. C'est ça. Fait que vous avez fait campagne ici, dans cette mairie. Ouais, c'est ça, ouais. Puis aussi, bon, la députée. Je suis arrivé dernier. Puis est-ce que vous avez fait campagne? J'ai fait non, pas vraiment. En fait, c'est là que j'ai commencé à faire des directs. OK. Je faisais campagne sur Internet. Là. Tu sais, Stéphane Blais m'avait demandé juste d'être candidat. Là. Tu sais, j'ai vendu, j'ai pas vendu, mais j'ai eu mes signatures, j'ai fait mon porte-à-porte pour mes signatures, mais j'ai pas fait d'autres campagnes dans la circonscription. J'étais un candidat, pas plus que ça. OK. Là, il y a l'ancien, il y a le chef Maxime Bernier, ancien ministre conservateur, qui se colle à vous. Vous avez des personnalités publiques qui se collent à vous en raison de votre succès et de votre notoriété. Mais dans la population, les grands sondages d'opinion montrent que la CAQ est quand même... Je crois pas à ces sondages. Non? Mais C'est les mêmes sondages. Les sondages, là. Mais c'est des légers sommes crop. Léger qui disait que la CAQ était en chute libre 2 semaines avant son élection majoritaire. Là. Tu sais, c'est comme, attendez, là, les mêmes sondages qui nous disaient qu'Hillary allait rentrer à 98 %. Les sondages, là, en grande partie, c'est de l'ingénierie sociale. C'est là pour faire pression sur la population, dire aux gens comment voter. Il y a plein de personnes qui l'analysent d'ailleurs de cette façon-là. Étienne Chouard, etc. Il y en a plein qui disent que les sondages sont achetables. Les sondages, là... Mais depuis les élections, parce que là, ça, je pense que vous ne mettez pas en cause les résultats de l'élection. Non. Ça, je pense. Non. OK. Là, vous dites dernier. Aujourd'hui, vous estimiez que s'il y avait une élection aujourd'hui, vous pourriez... Non, je m'en vais pas en politique. D'aucune façon. Non, mais je veux dire, citoyen au pouvoir, des gens qui incarnent un peu. Je sais vos pas, idées. j'ai pas analysé ça. Je sais pas, j'ai jamais pensé à ce que je faisais À Ottawa, y avait-tu des. en termes de force politique. Je pense pas à ça. Y a-t-il une mobilisation? Sentez-vous quelque chose? Oui, évidemment, on sent quelque chose. Sous la pluie, on est capable d'avoir 10 000 personnes. Sous une pluie. Ça, c'est à Ottawa, ça. Ouais. OK. Puis Sous là, une pluie diluvienne, on est capable d'avoir 10 000 personnes devant le Parlement. On aurait eu 30 000 facilement s'il avait fait ouais, beau mais il y soleil. avait 200 000 contre la guerre en Irak là, Ouais. en 2002. Oui, ouais, peut-être. Sauf que pensez-y, ouais, c'est facile d'être contre la guerre, sauf que les gens ont peur de s'afficher. Il y a un phénomène d'ostracisation sociale. C'est comme les sondages en faveur de Trump lors de la présidentielle de 2016. Les gens avaient peur de s'afficher Trump. Avaient peur de dire aux sondeurs qu'ils allaient voter Trump. Il y avait comme donc le vote Trump était un vote sous-évalué. C'est la même chose avec le COVID. Il y a tellement une pression médiatique en faveur d'un camp que c'est difficile de se manifester. Les gens sont gênés de s'associer. Discrets, gênés. Il y a toutes sortes de raisons. Discrets, gênés, ne veulent pas faire de vagues, ont peur de leur employeur. S'ils se font voir à une manif... c'est mal vu, c'est mal perçu. Mais c'est pas juste ça, c'est qu'il peut y avoir des mesures disciplinaires contre. Il y a des personnes qui m'en ont parlé. Droit à la liberté d'expression. Non, il y a des employés. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit que leur employeur leur avait demandé 14 jours de quarantaine parce qu'ils avaient été à une manifestation, ils avaient été vus à une manifestation. Il y a des personnes qui se font voir à des manifs puis qui sont en bataille pour la garde partagée de l'enfant et la mère utilise le fait qu'il ait été à la manif contre le père. C'est compliqué, là. Vos ambitions, c'est quoi? C'est de continuer ce que vous faites présentement? Non. Mon ambition, c'est d'arrêter ça le plus rapidement possible. Vos vidéos? Oui, je le dis toujours, d'arrêter ça le plus rapidement possible puis d'aller passer le restant de mes jours sur le bord d'un lac. J'ai aucune envie de continuer ça au-delà du nécessaire. Je suis très sérieux.
dès que je vais pouvoir, je sais que les gens ne veulent pas que je dise ça, là, mais dès que je vais pouvoir arrêter, dès que ça va être réglé, si je peux arrêter, si je peux me le permettre Je aussi. comprends pas, vous aimez pas ça? Non, j'aime pas ça. Absolument Absolument pas. On vous invite la semaine dernière, vous disiez que vous étiez le grand instigateur du On a fait une vidéo mouvement. d'ailleurs en début de semaine, ça va tomber sur sa chaîne bientôt. On a fait une demi-heure ensemble. Ça va une entrevue, ça va être C'est ça, vous allez arrêter ça. Ouais. C'est comme Dominique Michel, vous annoncez ça, mais vous savez très bien personne de ça. Ben, c'est bon, ça, médiatiquement dire que je vais partir. Les Mais je gens vais le vont faire vous pour de écouter. vrai. Je vais le faire pour de vrai. J'ai aucun intérêt. J'aime pas être à l'écran. Les gens le savent, je suis Si vous gêné. avez des dons, puis vous réussissez à vous... Ça sera, je sais pas, je vais au moins prendre plusieurs C'est années. votre gagne-pain aussi, non? Oui, c'est ça. Donc, si je peux ça. me le permettre, je sais pas. Dès que je vais pouvoir, je vais me retirer. Faites votre doctorat. Peut-être finir mon doctorat, peut-être faire d'autres choses, Écrire un passer du temps sur le bord d'un lac. Je veux dire, vie tranquille. Je suis pas du tout quelqu'un, j'aime pas les projecteurs et tout. Là, Vous voulez vous faire inviter à Bernard Drinville? C'est mieux pour le débat. Pour le débat. Parce qu'on a des faits. OK. Parce qu'on est en train d'entrer en dictature. Je pense qu'on est en train d'entrer en dictature. Tu regardes les trucs qui sont en train de passer en Australie. Vous avez vu les vidéos en Australie, tu sais, les policiers qui arrêtent les personnes parce qu'ils critiquent le confinement. On arrête parce que le masque n'est pas porté correctement. On arrête. En Allemagne, les parents, les enfants, on dit aux parents que les enfants qui ont testé positif ou qui sont dans une pièce, qui ont été à l'école avec quelqu'un qui a testé positif, doivent porter le masque à la maison et manger dans une pièce séparée des parents. C'est-à-dire, ils rentrent dans la maison avec ça. Je veux pas de ce monde-là où est-ce qu'ils nous amènent. Je veux pas de ce monde 1984, le meilleur des mondes, là, avec un passeport sanitaire là, qui te permet de voyager ou non, puis tu peux rentrer dans telle place pour une grippe. C'est des hosties. Fait que je vais me battre pour ça. Puis, si j'en ai pour 5 ans, j'en ai pour 5 ans. Dès que je vais pouvoir me retirer de ça, je fais pas de politique. Je fais pas de politique. Je vais pas. Vous en faites à votre manière. C'est ça. Je milite, mais de la politique politicienne, ça m'intéresse pas ça non plus. Parce que. Il y a des gens qui vous écoutent, puis qui se sont, comme vous dites, là, réveillés, Ouais. puis qui posent des gestes politiques en participant à des Ouais. manifestations. Mais il y en aura d'autres. Moi, c'est-à-dire que j'ai fait ma part, j'ai brisé la glace, là, les gens se lèveront. Puis il y a plein d'autres personnes qui ont des choses à dire intéressantes. Et puis je ne veux pas monopoliser la. J'ai pas d'intérêt. Parce que sinon. En politique, si tu vas en politique, tu es obligé de juger les gens en fonction de la façon dont ils peuvent être utiles, en fonction de leur utilité pour toi, puis ça trompe le jugement. Ça m'intéresse pas. Et vous êtes conscient qu'il y a des politiciens qui se collent à vous Oui, bien, si ça peut. Moi, je me. pour leur propre bénéfice. Là. Ah, mais. Tu sais, Maxime Bernier ne fait pas ça. Non, mais je veux Si dire. vous êtes populaire, puis que... Oui, mais si Vous êtes Pascal conscient que Bérubé vous voulait êtes faire une conférence de presse avec moi pour m'appuyer là-dessus, pour demander l'interdiction, je ferais ça avec Pascal Bérubé. Je ne sais pas si j'en ferais une avec Horacio Arruda, là, parce que lui, il y a des comptes à rendre. N'importe qui, là. J'irais même avec si le Parti libéral du Québec changeait son fusil d'épaule. Je déteste le Parti libéral du Québec. Là. Je pense que c'est Dominique Anglade, le gros Bilderberg, ça ne m'intéresse pas. Mais si elle changeait son fusil d'épaule et demandait la fin des mesures sanitaires, j'aurais pas de problème à faire une conférence de presse avec Dominique Anglade. Okay. Mais encore une fois, là, si le gouvernement veut essayer là, d'amorcer le dialogue avec vous, là, Ouais. est-ce que vous seriez ouvert Oui. à débattre là, avec Dr Arruda? Oui. Okay. Je veux que ça arrête. Je veux qu'on arrête de faire ce qu'on fait à nos enfants. Ou s'il vous montre que c'est tout à Ou fait... s'il nous montre, mais je veux dire, ça va être difficile. On a un dossier béton. Là. Ouais. Je veux dire, c'est des chiffres Lui officiels. estime aussi qu'il y a un dossier Non, béton. il estime pas, il fait juste surfer. Là. Il estime rien. Il dit que c'est les mesures sanitaires qui ont fait disparaître la grippe en avril. Faut-tu être nouille pour dire une affaire de même? Dire, la grippe disparaît en avril à chaque année. Là. Lui, il dit que c'est les mesures de confinement qui ont fait disparaître la grippe. Il se trompe. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, il se trompe. Il l'a dit, là, il y a 1000 personnes dans les CHSLD qui meurent par année. Je veux dire, par mois. Vous la connaissez. Là. Fait que tu fais le calcul. On peut utiliser ses propres mots contre lui. Là. C'est pas, il ne pense pas qu'il a raison. Lui. Il raconte juste n'importe quoi. Okay. Puis dire que Justin Trudeau est à la tête d'un réseau de... J'ai-tu dit ça? Est-ce que j'ai dit ça Non, exactement? C'est-tu les mots que j'ai utilisés? J'ai dit que le Buffalo Chronicle avait rapporté... Le Buffalo Chronicle, vous lisez ça, vous? Ben, je veux dire,
Buffalo Sur Chronicle. les nouvelles Ah, sur Justin Trudeau. il a quitté West. Ben, est-ce que vous avez écouté, vous savez que cette nouvelle-là a fait un gros boom durant la dernière campagne électorale. Hein? Fédéral, ici Ouais. au Au Canada. Parlement, tout le monde en a parlé. OK. Il y a Jean-Claude Pomerleau, justement, de Vigile sur le site vigile.net. C'est la chaîne YouTube. Il y a une vidéo d'1 heure sur l'impact de cet article-là à Ottawa. Justin Trudeau a quitté, ça ne me tente pas de parler de ça, mais a quitté de façon subite son poste de professeur remplaçant à West Point Grey, en Colombie-Britannique, sans explication. Son bon ami là-bas, son professeur ami là-bas, a été accusé de pédophilie, je pense. Il a dû démissionner lui aussi. Vous comprenez que on a eu raison sur plusieurs choses, hein, avec Jeffrey Epstein. La plupart des personnes qui sont en tout cas, il y avait un trafic. Mais, oui, vous comprenez, ça, ça existe, là, ça Oui, existe. OK, Et mais puis, si ça existait, pourquoi c'est pas sorti? Oui, c'est ça. Ben, je donne Il y a juste des l'exemple. scandales sur Trudeau qui sortent, le We Charity. Ben là, présentement, ça sort, il y a des... Là, présentement, le ministère de la Justice américaine, le ministère américain de la Justice a les documents de Jeffrey Epstein. Donc, les personnes qui ont été, qui sont passées sur son île puis qui auraient été pris en vidéo par Jeffrey Epstein en train de commettre des actes, parce que c'est une opération de chantage politique, Jeffrey Epstein. C'est le département de la Justice qui est en possession de ça et ça va sortir. Le procès de Ghislaine Maxwell, mais pas que. Je ne pense pas qu'ils sont obligés d'attendre un procès pour ça. Ils peuvent, avec cette preuve criminelle-là, ils peuvent déposer des accusations contre beaucoup de personnes haut placées. Puis même la fille de Nancy Pelosi a dit à son monde, hein, vous allez devoir vous habituer, vous allez devoir vous préparer au fait que plusieurs des personnes qu'on aime bien là, se fassent accuser dans ce truc-là de Oui, Jeffrey mais pour Epstein. Trudeau, là, est-ce Ouais. que vous prêtez foi à la nouvelle j'ai du été- Buffalo Chronicle? j'ai été... il faut regarder les mots que j'ai utilisés. J'ai dit que le Buffalo Chronicle disait ça. Ouais. Et vous attirez l'attention là-dessus. Exactement. Ben, c'est parce que c'était une façon de me défendre. Parce qu'à ce moment-là, le Roméo Leblanc, c'est-tu Roméo Leblanc ou son fils, là, Leblanc, du conseil privé de Justin Trudeau, parlait de conspiracy not job sur Internet et voulait faire fermer certains sites qui racontaient des fausses nouvelles sur la COVID. Donc, Alors, c'est ça? Hein? Et c'est clairement moi qui ciblais, là. Et ça a été ma façon de répondre. Ouais. En fait, le stand de vous et moi, vous n'allez pas écrire ça, je vous fais confiance, mais tu sais, j'ai voulu personnaliser l'affaire entre l'administration Trudeau et nous, comme ça, pour faire en sorte que... Comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom. Son père, c'est Roméo Leblanc. Oui, c'est ça, l'autre, c'est le fils, là, qui... Là, je pense à Daniel Leblanc, mais ça, c'est le journaliste du Globe and Mail. Ouais. Mais, OK, ouais. Et puis, fait que je me suis dit que si je sors quelque chose de gros comme ça, si j'attaque fort sur Trudeau, Ils vont me laisser tranquille. et s'ils ferment la chaîne, c'est comme s'ils allaient me donner raison. Ils peuvent pas vous fermer. Je sais pas, en tout cas, c'était une menace que j'ai pris très au sérieux quand ils ont dit ça. On était dans la loi des... Ils étaient comme en mesure d'urgence, on était comme dans le confinement, c'était très, très sérieux tout ce qui se passait. Et puis... Êtes-vous surveillé? Avez-vous l'impression c'est d'être... certain, c'est certain. Ah, oui? Ouais, Mais vous c'est n'êtes pas certain. suivi? Je suis pas suivi, non. C'est pas comme ça qu'ils font ça. Parce qu'ils vous regardent... Je sais pas. Déplacement Tu regardes Diffusion. tu regardes les dossiers que la GRC a sur tout le monde. On sait par la suite, la GRC avait un dossier sur un tel, la GRC avait un dossier sur un autre tel. C'est certain qu'en tant qu'opposant politique, un des principaux opposants politiques au Québec et au Canada, qu'il y a un dossier sur moi et qu'il y a la collecte d'informations, c'est ça. C'est hors de tout doute. Merci. Merci beaucoup. Ouais, ça a été un peu plus long.